Sénatorial 2013, nous y sommes. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver à ce programme spécialement consacré à cette élection historique au Cameroun. Nous allons embarquer à bord de ce programme qui se poursuit depuis le lancement de la campagne électorale en vue de cette sénatoriale annoncée pour le 14 avril de cette année. Une campagne électorale qui s'est ouverte samedi dernier. Cette émission va durer le temps de cette période électorale, donc de la campagne électorale jusqu'après la proclamation des résultats et de manière alternée. Nous vous proposons 3 formules au total. Nous aurons une formule au cours de cette émission qui va consister à mener des débats sur des thèmes qui touchent au sénatorial. Nous aurons également quelquefois sur ce plateau des acteurs politiques, des acteurs de la scène politique engagés dans cette compétition électorale qui vont se succéder, qui seront face à des journalistes qui vont leur poser des questions sur la vie sociopolitique au Cameroun, et même nous aurons une 3e formule sur les confrontations entre les différents candidats en liste pour cette compétition électorale. Madame, monsieur, à bord donc pendant 52 minutes tous les jours, nous allons vous faire vivre en image le cliché de ces sénatoriales tel qu'ils se préparent et tel que les conseillers municipaux qui constituent l'essentiel du collège électoral s'apprêtent à y prendre part. Pour l'instant, juste, je vous retrouve dans un très court instant, juste après l'indicatif, pour vous présenter le panel qui nous accompagne à bord de cette autre émission sur les sénatoriales 2013. Merci une fois de plus de nous retrouver à bord de cette émission pour cette autre aventure. 2 thèmes nous préoccupent ce soir. D'abord, le contentieux préélectoral des listes tel que nous l'avons vécu. Nous allons vous le faire revivre en images. D'abord, la Cour suprême qui a vidé sa saisine, et nous nous interrogerons sur la timidité de la campagne électorale qui est lancée depuis samedi dernier. Pour en parler ce soir, nous avons un panel assez composite. Nous avons Njoya Moussa, bonsoir. Bonsoir, Fénélan. Lorsqu'on vous voit, on se rend compte et puis on est convaincu qu'on aborde de grandes choses. Vous revenez à ce plateau après le prestigieux plateau consacré à l'élection présidentielle de 2011 que nous avons tous vécu ensemble. Nous rééditons dans cet espoir avec vous. Vous êtes politologue et vous allez jouer le rôle de consultant. D'ailleurs, vous serez consultant permanent à cette émission. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens dans la ville de Douala et que je reviens dans cette auguste maison dans laquelle j'ai vécu de très sympathiques moments lors des élections de 2011, notamment l'élection présidentielle. Et j'espère que c'est avec le même plaisir, le même enthousiasme que nous allons travailler ensemble et que nous arriverons à des résultats tout aussi satisfaisants, sinon plus. Dans tous les cas, nous comptons avec vous rééditer l'espoir d'étudier 2011. Tout juste à côté de moi, Patrick Sapak, bonsoir. Bonsoir Fénélan, merci de m'avoir convié une fois de plus à ce plateau. Nous vous recevons ce soir comme communicateur marketiste. Merci d'avoir accepté ce plateau. Je vous en prie et je salue tous vos téléspectateurs. Et juste à côté de vous, Maître Fidèle Njomessier, qui est avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Fénélan. Merci Maître d'avoir accepté ce plateau, et éventuellement nous aurons notre avocat, Maître Simon Serge Kaka, que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Mais d'abord, Madame, Monsieur, je voudrais vous faire revivre en image le contentieux préélectoral des listes tel que vécu à la Cour suprême qui continue de jouer le rôle de conseil constitutionnel. Au total, 3 listes seulement dans 3 régions ont été réhabilitées sur la quinzaine de recours qui avaient été introduites par les partis politiques en liste pour cette compétition électorale. Je propose ce reportage de Marcelin Gangsop. Le RDPC compétira finalement dans 8 régions sur 10. La Cour suprême a ordonné la réhabilitation des listes proposées dans les régions de l'extrême nord et de l'Est, ainsi que le remplacement des candidats inéligibles. Mais le parti au flambeau perd la face à l'Ouest
et dans l'Adamawa. Nous pensons que tout ceci va nous servir de pédagogie pour l'avenir. Mais nous avons gardé le moral, nous nous sommes bien battus, nous n'avons pas eu gain de cause, mais le RDPC reste satisfait de tout ce qui s'est passé, un peu déçu quand même, mais nous allons avec le moral à la compétition. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès s'en sort également avec la possibilité de challenger le RDPC dans l'extrême nord. Il a été ordonné la réhabilitation de sa liste avec le remplacement de la candidate dont la nationalité faisait problème. Les recours introduits par rapport aux listes proposées dans le centre et le nord-ouest n'ont pas prospéré. Pour le reste, toutes les autres requêtes n'ont pas connu de suite favorable devant la haute juridiction. Ainsi, le SDF ne compétira pas dans la région du littoral et se contentera des 7 listes validées par Elecam. L'ANDP, le MDR, le FNSC et l'UPC, sous toutes ces tendances, ont également vu leurs requêtes rejetées. Ce sont donc 4 formations politiques qui participeront au sénatorial du 14 avril prochain. Le RDPC, présent dans 8 régions, le SDF dans 7, l'UNDP dans 4 régions, et puis l'UDC dans l'unique région de l'Ouest. Cette audience aura été une épreuve de nerfs jusqu'au bout. Commencée à 15h30 jeudi, elle s'est achevée au-delà de 3h vendredi, au grand soulagement de l'ensemble des membres de la Cour, mais aussi des différentes forces en présence. Il est 3h30, la salle d'audience se vide, la Cour suprême a vidé son délibéré, place désormais à la campagne électorale pour les sénatoriales du 14 avril prochain. Ici la Cour suprême, Hervé Chioué, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Voilà pour ces consultations électorales annoncées pour le 14 avril de cette année. 4 formations politiques sur les 8 engagées vont donc aller en compétition, particulièrement dans la région du littoral. On note que la liste SDF et celle de l'UPC sont désormais hors cause. Et justement, dans la région du littoral, nos reporters ont promené leurs caméras et leurs micros dans quelques états-majors de partis politiques. Les morceaux choisis par Pierre-Lavec Duromban dans ce reportage, c'est l'UNDP, le SDF et l'UPC. Reportage. Au lendemain de la décision de la Cour suprême du Cameroun, siégeant en lieu et place de la Cour constitutionnelle dans les partis politiques, c'est une ambiance à tons divers. D'abord à l'UNDP, et où nous sommes allés à la rencontre de la tête de liste littorale, Moseline Djebayi, visiblement très confiant pour l'avenir. Très content que la liste de l'UNDP a été retenue. Effectivement, nous attendons l'arrivée de notre président national qui est annoncé pour samedi, demain. Il va rencontrer les candidats, les cadres du parti et bien évidemment nous tenir un discours, sinon des encouragements et nous donner la conduite à tenir. Juste à quelques mètres, nous rencontrons Georges Kolo, un candidat malheureux à la candidature au sénatorial pour le compte du SDF littoral. Visiblement déçu de la décision de la Cour suprême. Nous sommes déçus. On est vraiment déçus parce que ce n'est pas pour une seule pièce. N'est-ce pas qu'on nous dit qu'on est fautif? Parce que c'est la déclaration, non? D'investiture. C'est le parti qui donne. Ce n'était pas laisser cahier du ciel. Là, on comprend encore que c'est cas d'imposition, autre chose qui regarde l'État. Là, c'est regarder le parti. À l'UPC, on est surpris de la décision et on crie à un assassinat politique bien programmé. Nous sommes très surpris de cette décision parce que l'UPC est un parti légal organisé et reconnu, donc qui a des instances dirigeantes exécutives qui représentent l'UPC dans les actes de la vie civile. Il n'est pas question de penser qu'il y a actuellement une vacance à la tête de l'UPC et que les instances judiciaires du Cameroun refusent de dire la vérité en respectant la loi ne nous a pas surpris parce que nous savons que le complot de certaines institutions depuis 68 ans maintenant n'est pas encore éloigné du Cameroun. Le verdict de la Cour suprême est là, les faits sont là et la bataille dans le littoral pour le compte des sénatoriales, ça sera sans l'UPC et le SDF.
Voilà, le cas UPC reste-t-il un cas embarrassant? Le juge du contentieux a-t-il fait preuve de courage et de hardiesse? C'est à savoir tout à l'heure, dans la première partie de ce débat consacré à ce contentieux préélectoral, Maître Fidèle Ndjoumbessi, vous avez suivi avec beaucoup d'attention, je suppose, les reportages que nous venons de diffuser. 3 listes seulement sur la quinzaine de recours introduits ont été réhabilités. Est-ce qu'on a rêvé trop grand en pensant qu'il y aurait une révolution? Oui, je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose pour les recours qui ont été introduits, parce que, connaissant la jurisprudence de la Cour suprême qui siège comme Conseil constitutionnel depuis quelques années, nous avons observé que devant la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, il n'est pas possible de régulariser les dossiers de candidature. Et au regard de tous les recours qui étaient portés devant la Cour, nous constatons que la plupart de ces recours portaient sur la demande de régularisation de dossiers de candidature. Et à la lecture de la loi, il est impossible que devant la Cour, on puisse procéder à la régularisation. Mais est-ce que ça peut être une faille de cette loi? Je ne pense pas que ce soit une faille, parce que c'est la volonté du législateur. Le législateur a voulu que la constitution du dossier de candidature pour les élections soit rigoureuse. Et c'est pour ça qu'il a imposé des délais assortis de sanctions. Parce que lorsqu'on lit la loi, il ressort clairement que lorsque le dossier de candidature est déposé auprès de l'ECAM, et l'ECAM apprécie le dossier de candidature et donne une sanction. Soit il accepte le dossier de candidature, soit il rejette. Et la loi poursuit en disant que lorsque l'ECAM rend sa décision d'acceptation ou de rejet, les parties intéressées peuvent porter cette décision, peuvent déférer cette décision auprès du Conseil constitutionnel pour appréciation. Donc, lorsqu'on lit la loi, on est convaincu de ce que l'esprit du législateur, c'est de faire en sorte que la phase de constitution du dossier est un test qu'il faut franchir. Si on ne franchit pas ce test, on ne peut pas continuer pour aller compétir. Docteur Joa Moussa, 8 partis au départ, 4 sont restés dans la course. Est-ce qu'il fallait s'attendre à plus que cela? Bon, Joa Moussa d'abord tout simplement. Non, docteur. Moi, je veux d'abord dire que ce qui rend perplexe dans cette décision, c'est que pour les mêmes raisons, on a régularisé ailleurs, notamment dans la Damawa, dans l'extrême nord, à l'est, pour certains cas, et que pour les mêmes raisons, ailleurs, on n'a pas retenu les mêmes solutions. Je vais vous prendre ne serait-ce que le cas du RDPC. On dit dans la Damawa, le suppléant Gouba Jacques n'a pas produit d'attestation d'inscription sur la liste électorale. Le suppléant Bakary Etienne n'a pas produit de déclaration sur l'honneur. Ça, c'est la Damawa. Là, on a régularisé. Mais quand vous allez à l'ouest, on vous dit que le bulletin de la candidate Akwa Lefo Bernadette a été délivré par un officier de police et que le candidat suppléant Ngonsu Faustin Joseph a produit une candidature en 3 exemplaires non légalisés. Vous comprenez? Donc, ailleurs, on a choisi de régulariser des gens, de remplacer les candidats. Par exemple, dans l'extrême nord, des candidats tels que Faisal Mourad, qui n'était pas de nationalité camerounaise, ou bien la candidate de l'UNDP, Madame Maïmouna, épouse Oumar, qui a acquis la nationalité par le fait du mariage. Donc là-bas, on a choisi de régulariser. Moi, je demande quelque chose de simple. Est-ce que, entre le fait que quelqu'un qui n'est pas de nationalité camerounaise ait été retenu dans une liste, et le fait que quelqu'un n'ait pas produit de déclaration sur l'honneur, ou de légaliser par exemple, ou conforme, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Entre moi, qui admet dans ma liste quelqu'un qui n'est pas camerounais d'origine, en connaissance de la loi, et vous autres qui aurez peut-être oublié, on dit ici, production de déclaration de candidature en un seul exemplaire. Donc, on vous demande 3, vous produisez un seul. On décide de disqualifier la liste. Entre-temps, celui qui a dans sa liste
introduit quelqu'un qui n'avait pas l'âge nécessaire comme à l'Est, c'est-à-dire sa liste est réhabilitée, là, la décision du Conseil constitutionnel pose problème et nous reviendrons là-dessus. Est-ce que vous pensez donc justement que cette décision, la décision du Conseil constitutionnel s'est appliquée en 2 poids 2 mesures? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, il y a ce qu'un ensemble de théoriciens appelle la jurisprudence de l'esquive qui existe au niveau du Conseil constitutionnel, qui consiste à rejeter 80 à 85% des recours pour vice de forme. Il y a d'abord cela. Il y a le fait que le Conseil constitutionnel, parfois, a sur le même fait et sur les mêmes types de faits, disons-le ainsi, a des comportements bien différents. Et cela rend le justiciable très perplexe et ne garantit pas toujours la sérénité dans les rangs des différents partis. Nous allons revenir sur ce qu'on a appelé l'impartialité du Conseil constitutionnel, le fait qu'on ait rejeté les listes RDPC à l'ouest et à l'ouest et à l'est, je crois, qu'on ait rejeté ces listes-là, ou bien que les CAM se serait fait harakiri en rejetant un bon nombre de listes du RDPC, ce qui démontrerait comme cela de l'impartialité. On reviendra là-dessus. Nous allons y revenir. Patrick Sapak. Oui, je pense, pour ne pas dire des choses superflues, parce que Aruna, c'est bien dépensé, c'est ce que j'avais dans la tête avec cette application, justement, des décisions sur la base de plusieurs vitesses. Et le problème au niveau de la Cour suprême, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. Le problème au niveau de la Cour suprême, c'est que nous avons une disposition constitutionnelle parce que le Cameroun évolue, gouverne sa vie politique sur la base des dispositions transitoires. Et nous avons une Cour suprême qui siège en lieu et place du Conseil constitutionnel. Et nous savons qu'au niveau de la Cour suprême, les magistrats sont nommés, avancés, mutés et démissionnés par le président du Conseil supérieur de magistrature qui s'appelle M. Paul Biya. Et entre-temps, M. Paul Biya est le président du RDPC. Vous comprenez? Le Conseil constitutionnel, c'est un organe qui doit être le gendarme. C'est un organe qui peut rappeler à l'ordre le chef de l'État quant à des décrets irréguliers et quant à des projets anticonstitutionnels. Et par exemple, qui pouvait même arbitrer sur la candidature de M. Paul Biya à l'élection 2011, après avoir été élu constitutionnellement pour la dernière fois en 2004. À partir de ce que je viens de dire, vous comprenez que les décisions que la Cour suprême prend ne peuvent pas être des décisions innocentes. Vous comprenez? Voilà. Oui, les décisions de justice, le plus souvent, ne sont pas souvent très compréhensibles par les non initiés, pas les profanes. C'est plus compliqué en matière de loi. C'est plus compliqué, c'est parfois plus compliqué que ça ne paraisse. Le plus souvent, pour bien comprendre une décision de justice, il faut voir la motivation que le juge donne à sa décision. Parce que dans la motivation, vous trouvez l'argument. L'argument peut être de fait, l'argument peut être de droit, et l'argument de droit peut être également jurisprudentiel. S'agissant des cas qui ont été réhabilités par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, qui fait office de Conseil constitutionnel, moi je vais revenir sur ce que M. Njoya a dit. Je vais lui indiquer que le cas de l'Adamawa n'a pas été réhabilité. Et également le cas de l'Est n'a pas été réhabilité. Non, le cas de l'Est et de il y a les listes LDPC à l'extrême Adamawa et extrême nord ont été réhabilités. C'est l'Est et l'Ouest qui n'ont pas été réhabilités. La Damawa et l'Ouest. Et la Damawa. Et la Damawa. Qui n'ont pas été c'est l'Ouest. Pour le cas du RDPC, Adamawa et Ouest. Adamawa et Ouest n'ont pas été réhabilités. Je crois pour le cas du RDPC. Pour le cas du RDPC. Moi, je disais tout à l'heure que... Parce que lorsqu'il y a 4 listes, faites attention, mais il y a 4 listes. Il y a 4 listes, je sais. Il y avait 4 listes du RDPC rejetées. Et donc, les 4 ont fait l'objet du recours devant la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel. Je dis ceci, il y a 4 listes à l'élection. Parce qu'on a FNSC, il y a UNDP,
qui ont été rejetés également dans la Damawa et le RDPC. Donc quand je parle de réhabilitation... Il y a 4 partis à cette élection. Il y a 4 partis à cette élection. Non, il y avait 7 partis au départ, mais il y a certains partis tels que le MDR, l'ANDP qui ont tout simplement été là. Donc quand je parle de réhabilitation, ne vous réduisez pas au RDPC. Ah, vous ne parlez pas du RDPC? Pas spécifiquement. Ça peut être le cas du RDPC. Comme moi, je veux parler, dans tous les cas, il faudrait qu'on fixe. Je disais que non, nous, maître Fidèle, je voulais expliquer que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, a été saisie des faits qu'on peut regrouper en 2 catégories. Comme j'ai dit à une autre occasion sur ce plateau, la première catégorie concerne la conformité, c'est-à-dire des dossiers conformes, ce soit les pièces qui ne sont pas conformes, soit c'est l'absence de pièces, défaut de pièces. La deuxième catégorie concerne l'inéligibilité. Donc voilà les 2 catégories des faits qui ont été déférés devant le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel avait à répondre à 2 questions qui se dégagent de ces faits. C'est-à-dire, pour la première catégorie, la première question, c'est de savoir si, devant le Conseil constitutionnel, la loi permet de régulariser le dossier de candidature. C'est ça. S'agissant des pièces qui ne sont pas conformes ou des pièces qui manquent, est-ce qu'il est possible de régulariser? Moi, j'ai dit non. La Cour suprême, si j'aime comme Conseil constitutionnel, a toujours déclaré le recours, a toujours rejeté le recours de ceux qui sont venus devant son instance pour demander la régularisation. Ça a été le cas en 2011 pour les élections présidentielles et même en 2007 pour les élections législatives de 2007. Donc, s'agissant du deuxième cas, le deuxième problème qui porte sur l'inéligibilité. Ici, moi, quand je suis venu sur ce plateau à la veille de... Peut-être pas sur ce plateau, sur l'autre plateau, oui, sur la même chaîne, à la veille du verdict du Conseil constitutionnel, je me suis retenu de commenter les dossiers avant de prononcer les décisions. Parce que moi j'avais analysé et j'avais dit à ceux avec qui nous avions discuté que le cas de l'Est et de l'extrême Nord pouvait être sauvable. Parce que ici, je pense que la Cour se serait appuyée sur l'article 128, alinéa 1, qui parle de remplacement en cas d'inéligibilité. Bon, il est bien vrai qu'apparemment, ce n'est pas évident. Parce que dans l'hypothèse de l'article 128, alinéa 1, il est indiqué que c'est lorsque un candidat a été accepté par l'ECAM et qu'un autre parti qui est en lice vient contester l'éligibilité, que la Cour peut déclarer ce candidat inéligible et à ce moment le parti a le droit de le remplacer 3 jours après le prononcé de la décision. Mais est-ce que l'esprit de cet article 128 alinéa 1 du Code électoral ne pourrait pas servir comme bouée de sauvetage pour les autres cas? Non, ça ne pouvait pas servir de bouée de sauvetage pour tous les autres cas. Ça pouvait servir de bouée de sauvetage pour les cas d'inéligibilité exclusivement. Et c'est ce que la Cour a dû faire, parce que la Cour a dû faire un raisonnement à contrario. Parce que si l'ECAM avait admis ces candidats inéligibles et les autres partis en liste, étant vigilants, portaient le litige devant la Cour pour demander que ces candidats soient déclarés inéligibles, à ce moment, le Conseil constitutionnel devait les déclarer inéligibles et les partis concernés devraient remplacer dans les 3 jours qui suivent. Donc, là, ici, on peut dire seulement que le législateur peut-être aurait dû prévoir que lorsque l'ECAM, à son niveau, constate que c'est l'inéligibilité, il pouvait aussi demander aux partis de remplacer, tout comme le Conseil constitutionnel peut enjoindre aux partis de remplacer. D'accord. Moi, je dis ceci. Globalement, les listes ont été rejetées pour absence de femmes, déclaration non légalisée, certificat d'imposition absent autant pour moi, extrait de casier judiciaire signé à la police, etc. Et conditions d'âge, pas d'inscription sur les listes électorales, etc. Moi, je dis une chose qui est simple.
On peut très bien s'aventurer dans les méandres du juridisme en disant ceci, on s'est prononcé sur la légalité et sur la composition du dossier. Et que c'est la défaillance dans la composition du dossier qui aurait entraîné qu'on rejette les candidatures. Mais moi, je dis ceci. Revenons d'abord au niveau du citoyen normal. Est-ce qu'il est plus important ou plus dangereux pour la vie politique de la nation? Une personne qui introduit dans une liste, je répète encore, une personne qui n'est pas de nationalité camerounaise, et que cette liste-là traverse toutes les instances et les sphères de décision d'un parti politique. Est-ce que c'est ça qui est plus dangereux? Ou bien quelqu'un qui n'a pas légalisé sa candidature, ou bien on lui a demandé 3 exemplaires de déclaration, il en a déposé une seule demande de candidature. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, pour revenir à ce que vous avez dit par rapport à la position d'un certain nombre d'acteurs ou de la Cour suprême, lorsque vous me dites que la Cour suprême a toujours agi avec assez de cohérence, moi je me rappelle le fameux réquisitoire de 1992. C'est même ça qui a bâti la théorie de la jurisprudence de l'esquive. Donc, on peut revenir là-dessus et nous reviendrons particulièrement sur le cas d'un certain nombre de... Njoya Moussa, est-ce que la véritable question aujourd'hui n'est-elle pas celle de savoir si le juge du contentieux est resté ou pas dans l'esprit de la loi? Le juge doit prononcer des décisions. Le juge du contentieux est resté dans la lettre de la loi, peut-être pas dans l'esprit. Pour moi, pour la simple et unique raison que il s'agit dans l'esprit, en établissant des conditions assez rigoureuses de participation à l'élection sénatoriale, il s'agissait pour le législateur d'en faire une affaire sérieuse. Et comme cela, de garantir la bonne moralité de ceux qui devions siéger dans cette chambre haute. Vous comprenez un peu. Mais quand les gens s'amusent avec les nationalités, s'amusent avec l'âge, etc., et que c'est ceux-là qu'on réhabilite, contrairement à ceux qui seraient peut-être de bonne moralité, mais parce qu'ils ont déposé je ne défends pas un parti particulièrement, mais il faut qu'on s'entende. Et qu'ils auraient déposé un exemplaire légalisé sur 3, par exemple, on juge que c'est ça qui est plus dangereux par rapport à ceux qui ont joué avec l'âge. Il faut sanctionner l'indélicatesse. Donc, les sénatoriales, c'est aussi une consultation électorale assez sérieuse. Voilà, donc il fallait que le juge aille au fond, au bout de la logique, en sanctionnant l'indélicatesse des uns et des autres. Là, on serait resté dans l'esprit de la loi. Si on s'est accroché sur la lettre de loi pour faire du juridisme, bon, ça va. Oui, je pense effectivement qu'il faut faire très attention avec tout le dispositif, toute la batterie juridique qui accompagne la vie politique d'une nation. La Cour suprême a une charge très énorme. À partir du moment où elle siège en lieu et place du Conseil constitutionnel, il faut noter que c'est une disposition transitoire, je l'ai bien dit au départ, parce que la Cour suprême n'a pas toutes les caractéristiques d'indépendance que devait avoir le Conseil constitutionnel. À partir de ce moment-là, il faut faire très attention avec les décisions qu'on va prendre vis-à-vis d'une échéance électorale dans notre pays. Et comme il disait tout à l'heure, il faut rester dans la lettre, c'est bien, mais il faut rentrer aussi dans l'esprit, parce qu'on ne va pas appliquer de manière subjective tout ce qui arrive, alors qu'on sait que c'est une élection qui est très très importante dans nos pays. D'où je dis également que ces sénatoriales auraient pu laisser qu'on prenne le temps qu'il fallait pour le mettre en place, parce que c'est la première élection sénatoriale qu'on a dans notre pays. Pour qu'on n'ait pas affaire à ces contestations qui arrivent sur le plan de la régularité, patati patata. Donc il faut absolument être sérieux. Sinon, vous savez très bien que l'accumulation justement des frustrations peut amener à ce que personne ne souhaite à notre pays. Dans sa saisine, lorsqu'il la vidait, le juge contentieux a rejeté toutes les listes UPC, c'est-à-dire le juge contentieux a confirmé, voilà notre problème. A confirmé la décision de l'échéance Cameroun de rejeter toutes les listes de l'UPC, toutes les tendances confondues. Est-ce qu'on se serait attendu à une autre décision que celle-là, Njoya Moussa? Moi, je ne veux pas entrer dans la tête du juge constitutionnel. Mais je vais vous dire une chose. On a eu une élection dans ce pays si on avait UPCK, UPCN, UPCH, H pour Ogbelen, N pour Ntumaza, K pour Kodok. Ces listes-là ont participé aux élections dans ce pays-ci. N'est-ce pas?
Comment se fait-il qu'en 2013, le MINAT et le Conseil constitutionnel se rappellent subitement que l'UPC doit d'abord s'unir avant de venir aux élections? Il faut être cohérent. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une chose en 97 et faire une autre en 2013. Alors qu'entre-temps, on n'a pas changé de constitution. Donc il faudrait, du moins on n'a pas changé. On a fait quelques attouchements, quelques modifications et tout, mais on n'a pas changé de constitution. On a été surpris que le problème de l'UPC est pris à bras le corps depuis ELECAM, depuis le MINAT, jusqu'au Conseil constitutionnel jusqu'à présent. Puisqu'on avait déjà habitué les gens à ce qu'il y ait UPC Makit, UPC Kodok, UPC Ntumaza, UPC... et ça allait aux élections. Donc il faudrait que dorénavant, si on a décidé que les gens, l'UPC doit s'unir, et que l'État a décidé de veiller à l'unité de l'UPC, il faudra aller au bout de la logique. Est-ce qu'il y a incohérence? Est-ce que le cas UPC a embarrassé et l'ECAM et le juge du contentieux, Maître Fidèle Djoubessi? Oui, il y a un peu d'incohérence en ce sens qu'autrefois on avait accepté cette cacophonie. Et bon, peut-être que... Est-ce qu'il faut demeurer dans la cacophonie? Non, je pense que peut-être l'administration territoriale, comme vient de dire M. Ndoya, a décidé de mettre de l'ordre. Et que peut-être déjà c'est le lit pour l'unité de l'UPC. Parce que pour les élections à venir, il faudrait que l'UPC, que tous les acteurs de l'UPC s'organisent à faire l'unité. Alors peut-être que l'administration territoriale a décidé de mettre fin à cette division et à ces différentes factions de l'UPC. Donc moi je ne pense pas qu'on puisse désespérer. Invitons seulement les UPCistes à faire leur mieux et à faire leur unité. Est-ce que cette décision est justifiée sur le plan légal? Sur le plan légal, je pense, parce que la Cour a dû demander à l'administration territoriale de donner son expertise, de donner son avis, de donner sa position. Et je pense aussi également qu'avant de rendre la décision, ELECAM, en son temps, avait également demandé à l'administration territoriale de lui donner une position, de lui donner un avis par rapport à cela. Donc, c'est la décision ou l'expertise donnée par l'administration territoriale qui peut nous être utile à interpréter et à voir si la décision est motivée. Je pense que la Cour a dû suivre l'avis de l'administration territoriale. En fait, si vous me permettez, c'est que la Cour a dit que le MINAT n'a pas encore entériné aucun bureau directeur de l'UPC jusqu'à présent, depuis le décès de Kodok. Donc, entre les Papines Doumbé, les Wandji et consorts qui se disputent, voilà, le MINAT n'a pas encore décidé que c'est tel qui est du bureau directeur. Et ça pose un problème essentiel dans notre pays. C'est-à-dire que ce n'est plus les partis qui disent que voici notre bureau directeur. Lorsque vous déposez votre liste de bureau directeur, il faudrait que le MINAT dise que c'est vous. Mais comme on le disait tantôt, de par le passé, on a vu plusieurs bureaux directeurs de l'UPC. Et on s'est arrangé selon les cas, à favoriser un bureau directeur ou l'autre, en jouant sur la concurrence. Une fois c'est Kodok, quand c'est 92, après 97 c'est Okbelen qui entre au gouvernement au nom de l'UPC. Après, vous comprenez un peu. Donc, après Toumaza meurt, on lui fait des obsèques officielles en tant que dirigeant de l'UPC. Donc, il faudrait qu'on se comprenne et que pour une fois, si on a décidé de résoudre le problème de l'UPC, l'État a décidé de prendre accord et de résoudre le problème de l'UPC, c'est très bien. Cela ne fera qu'assainir davantage le microcosme politique camerounais. Patrick Sapak. Non, je pense que l'administration territoriale n'a juste besoin de nous dire que l'UPC Kodok, l'UPC version, toutes les versions que M. Ndoya est en train de citer tout à l'heure, telle branche de l'UPC est légale. Mais je suis surpris de constater qu'il y a une élection dans ce pays qui a justement donné quitus à toutes ces tendances dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
pour que le MINAT soit aujourd'hui à devoir venir donner de son expertise à Elekam, dont on dit qu'il est indépendant, afin qu'il valide les listes des tendances, des différentes tendances de l'UPC. Donc, il faut demander au MINAT, l'expertise que le MINAT doit apporter, c'est de dire, écoutez, c'est par cette tendance illégale, celle-ci ne l'est pas. Voilà. Mais il se passe que ces tendances-là ont concouru à des suffrages dans notre pays. Donc, il faut faire très attention sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'inféodation de l'État, parce que le MINAT, c'est l'État, dans les questions politiques, peut entraîner ce que personne ne souhaite dans ce pays. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très très attention chaque fois qu'on parle des questions de la gouvernance politique dans notre pays. Je vous invite à présent, pour sortir de ce sujet, à donner votre avis sur cet autre débat important qui a émergé après les décisions et de l'ECAM et de la Cour suprême qui a joué le rôle de Conseil constitutionnel. Est-ce que à travers ces décisions, ces institutions ont-elles affirmé leur indépendance, ou alors vous vous accordez avec tout le reste qui ont pensé qu'il s'agit tout simplement des manœuvres du pouvoir pour crédibiliser, pour donner une sorte de crédit à ces institutions? Faya Moussa. Bon, moi, il faudrait qu'on me comprenne bien. Le fait que l'ECAM ait rejeté un certain nombre de listes, et surtout les 4 listes du RDPC, et que la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, ait maintenu plus ou moins cette trajectoire en rétablissant seulement 2 listes. Oui, donc quand on dit, très bien, vous avez dit, l'ECAM était inféodé à la Cour suprême, Elekam était inféodé au gouvernement et que Elekam a marqué son indépendance, etc. Mais je vais vous dire une chose, M. Mar. Il faut qu'on se fie aux faits. Le fait est ceci. Lorsque nous sommes à la Cour suprême à Yaoundé, le mémoire en réponse que Sani Tami nous envoie, directeur général d'élection, c'est qu'on doit réhabiliter toutes les listes du RDPC. Sani Tami nous connaît très bien ce que Maître disait tout à l'heure, à savoir qu'on ne régularise pas les dossiers. Et il se met en porte-à-faux direct avec le Conseil électoral. Il faut comprendre un peu. Lorsque une institution, et ça qui a fait bondir Maître Mbanda, de sa chaire, Maître Mbanda du SDF, lorsqu'une institution qui est chargée, qui est censée être indépendante, qui devrait même se défendre, dit que j'ai pris cette décision parce que on se retrouve dans une institution comme cela où le Conseil électoral dit une chose, fait une chose, et la direction générale des élections dit et fait autre chose. Et cela marque encore davantage ce bicamérisme-là qu'il y a, ce bicéphalisme-là autant pour moi qu'il y a au niveau de l'ECAM. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il paraît, là je parle au conditionnel, que les listes RDPC, par exemple, copie n'avait pas été déposée au Conseil constitutionnel. Exact. Voilà. Et que les gens qui sont mis à aller déposer les dossiers à l'ECAM n'ont même pas fait de copies pour eux-mêmes, pour le RDPC lui-même. Conséquent, lorsqu'il s'agit, parce que tout le monde sait déjà que quand il s'agit du RDPC, ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi garder même une copie pour quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste? Alors, Mbalou en a pris lorsqu'on a rejeté les listes du RDPC. Il fallait avoir une copie pour aller au Conseil constitutionnel. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas déposé de copie là-bas au Conseil constitutionnel. On aurait commencé un marathon fait d'incongruité du genre où c'est les agents de l'ECAM qui sont allés déposer les copies pour le compte du RDPC au Conseil constitutionnel. Est-ce que ces copies ont-elles été déposées? Hors de l'air. Elles ont été déposées hors de l'air. Ce n'est pas de la compétence de l'ECAM. S'il vous plaît, il ne s'agit pas, ce n'est pas de la compétence de l'ECAM d'aller déposer les copies de listes d'un parti politique. Donc lorsque on parle d'impartialité, j'ai toujours dit il faut être cohérent et aller au bout de la logique. Où est l'ECAM? Ça c'est même entre l'ECAM et un parti d'opposition. Prenons le jeu qu'a joué l'ECAM dans la circonscription du Sud, notamment pour ce qui est de l'océan. Vous vous retrouvez avec un responsable qui devient partisan et qui est fortement contesté. Vous lisez les journaux.
pour le cas de la candidature de Grégoire Mbamba, on a déposé une plainte, un recours également au niveau du Conseil constitutionnel disant qu'il avait fait la prison et qu'on devait le disqualifier. Là, c'est à l'intérieur même du RDPC. Mais même là-dedans, à l'intérieur du RDPC, Elekam n'a pas toujours joué franc jeu entre les différentes factions. Donc, il faudrait d'abord, dans un premier temps, résoudre le problème de la cohérence et de l'homogénéité de l'ECAM, et ensuite il faudrait se battre pour véritablement l'ECAM restaure son image. Est-ce que vous ne croyez pas en quelques velléités d'indépendance et d'affirmation de la crédibilité de l'élection Cameroun et puis du Conseil constitutionnel? Pas du tout. Je pense que ce sont toujours des manœuvres d'appareil. Et que l'ECAM devait bénéficier de toutes les caractéristiques d'indépendance. Mais aujourd'hui, pour suivre ce que M. Ndiaye disait, l'ECAM a toutes les caractéristiques objectives d'une cellule du RDPC. À partir de sa formation déjà. On a longtemps débattu sur ce sujet et on ne pouvait pas s'attendre à un comportement contraire. Est-ce que ce que l'ECAM a fait n'est pas... Est-ce que cela ne vous donne pas une seule occasion de penser le contraire de ce que vous affirmez? On ne se serait pas attendu que l'ECAM rejetât les listes du RDPC si on s'en tient à cette déclaration, à cette suspicion. Je viens de dire que les manœuvres d'appareil, c'est la ritournelle et puis l'expertise même du parti au pouvoir. Donc, je continue de dire, l'indépendance de l'ECAM devait s'établir lors de sa formation. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas, monsieur Joseph Fénelon Maobsen, vous ne pouvez pas être un garçon d'aider. Hein? Vous épousez une fille du Nord. Et une fois que vous l'avez épousée, hein, vous allez penser qu'elle va oublier les traditions du Nord parce qu'elle vous a épousé. C'est juste une image. Voilà, justement. Donc, ils disent, parce qu'il y a énormément de contestations justement par rapport à cette indépendance qui ont été déployées sur toute l'étendue du territoire, même hors de nos frontières, même par les chanceliers occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, ils veulent montrer à l'opinion qu'ils sont en train de travailler parce qu'ils savent que derrière, au niveau de la Cour suprême, on commence à l'ECAM, la manœuvre commence au niveau de l'ECAM, on rejette pêle-mêle les candidatures qui ne sont pas souhaitées, et puis on balance à la Cour suprême qui va réhabiliter les candidatures qui plaisent à l'establishment. Et on se retrouve, parce qu'on est toujours dans cette manœuvre d'appareil-là, on est au niveau de l'extrême nord, et au niveau de l'ouest et de l'extrême nord. C'est l'ouest et l'extrême nord qui ont été réhabilités. Non, l'extrême nord et l'est. Non, l'extrême nord et l'est. Et l'est. Voilà. On sait que au niveau de l'extrême nord et de l'est, là-bas, ce sont des zones qui sont complètement acquises à M. Paul Biya. Et vous savez que cette élection, le collège électoral, ce sont les conseillers municipaux. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure sur ce collège électoral. Mais je termine en disant que l'ECAM et la Cour suprême qui siège en lieu et place du Conseil constitutionnel, ce que je ne conçois pas dans ma tête, joue la manœuvre d'appareil. Maître Fidèle Diobessi, faut-il être si suspicieux? Non, moi je ne suis pas tout à fait suspicieux. Moi je reste collé aux faits, comme m'a dit M. Ndoya tout à l'heure. Il faut analyser les faits. Et moi je ne crois pas qu'il y ait eu des manœuvres. Parce que, je ne sais pas, s'il y a eu des manœuvres, on dirait que ces manœuvres étaient concertées. Parce que vous voyez que la plupart des candidats, la plupart des partis se sont retrouvés dans le contentieux, se sont retrouvés en litige par rapport à leur liste. Bon, sur 40, je pense sur 40 listes, il y a eu 23 listes rejetées. Et 23 listes qui concernaient presque tous les partis politiques. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu un arrangement entre tous les partis pour qu'il y ait des défaillances dans la constitution du dossier. Alors moi je pense que il faut saluer un peu le courage du Conseil électoral qui peut-être n'a même pas été suivi par la direction générale de l'ECAM, qui n'a pas été suivi par la direction générale de l'ECAM, qui dans son mémoire en réponse, comme disait M. Ndoya tout à l'heure, a demandé que les listes du LDPC soient réhabilitées. Donc, il faut saluer le courage du Conseil électoral qui a pris sur lui de rejeter les listes, même du RDPC, donc du parti au pouvoir. Et je pense que tout le monde s'est retrouvé devant un fait accompli.
et que la cause se retrouve dans l'impréparation. C'est l'impréparation. Et nous avons toujours dit, nous avons toujours demandé à ceux qui nous gouvernent, au régime, de préciser le calendrier électoral. C'est parce qu'il n'y a pas un calendrier électoral. C'est ça la cause. Parce que lorsqu'il y a un calendrier électoral, les partis se préparent longtemps à l'avance. Ils préparent les investitures, ils montent les dossiers. Vous voyez que toutes ces défaillances, toutes ces irrégularités-là, c'est à cause de la précipitation. Parce qu'on convoque le corps électoral, on vous surprend un matin avec, avec le décret de convocation du corps électoral, et la loi prévoit que vous n'avez que 15 jours pour investir les candidats. Voilà maintenant comment les instances de partis se mettent en branle, on va dans tous les sens pour chercher des candidats. Vous voyez qu'au RDPC, il y a eu tellement d'engouement et que dans certaines régions, il y avait même 12 à 15 listes concurrentes. Donc, ça a donné du travail. Et c'est dans la précipitation que les gens ont oublié qu'il fallait signer, qu'il fallait faire légaliser telle pièce, qu'il fallait avoir un extrait de casier judiciaire signé du procureur de la République, et que bon, ils ont retrouvé qu'il n'y avait pas eu du monde, on peut aller faire signer par... Voilà, vous notez qu'il y a eu beaucoup de précipitation parce que le temps n'a pas été suffisamment donné aux uns aux autres de se préparer. Le temps commence à se restreindre également autour de ce plateau. Je vais vous proposer dans quelques instants seulement le second arrêt de cette émission. C'est la campagne électorale qui est lancée depuis samedi dernier. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle reste timide. Mais on a noté aujourd'hui que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est rentré dans la danse et le secrétaire général du comité central de ce parti a donné le ton ce jour à Yaoundé. Le leitmotiv reste donc la victoire pour cette compétition électorale. Yannick Mbazoua. La mission assignée aux différentes commissions de campagne par le président national du RDPC est claire, concise et précise. Assurer au Rassemblement démocratique du peuple camerounais la majorité absolue au Sénat. Cet objectif majeur est de remporter très largement la première élection sénatoriale de l'histoire moderne de notre pays et d'assurer au RDPC la majorité absolue au Sénat par le biais de vote. 4 jours après le lancement officiel de la campagne, le RDPC sera effectivement sur le champ de bataille à partir de ce mercredi 3. La campagne électorale pour les sénatoriales officiellement lancée depuis le 30 mars 2013. Le public attend toujours de voir une effervescence populaire comme c'est le cas lors des législatives, municipales et présidentielles. D'aucuns trouvent la campagne de ces sénatoriales très timide. Il y a déjà la nouveauté de ce type d'élection. C'est un suffrage indirect, donc les électeurs sont connus et ils constituent un petit groupe de personnes par rapport à la population totale. L'on a même entendu des militants de différentes formations politiques engagées à ces élections dire attendre le feu vert de la hiérarchie de leur parti avant toute entrée en campagne. Les partis veulent avoir des comportements homogènes dans les régions où ils se présentent et donc ils attendent des organes centraux du parti qu'on leur donne la conduite à tenir. Les spécialistes en marketing citent aussi le paramètre financier de cette campagne jugée très onéreuse si elle s'adresserait au grand public. Si vous vous lancez dans une campagne grand public pour ces sénatoriales-là, vous risquez de supporter des coûts qui sont très élevés parce que vous savez très bien qu'une campagne de communication, même pour un homme politique, est assez coûteuse. Donc, il me semble que... D'autre part, il n'est pas exclu de voir d'ici le 13 avril, veille des élections, des partis comme le RDPC ou le SDF mener une campagne grand public dans la perspective des législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Campagne électorale pour ces sénatoriales dont le début reste timide. Patrick Sapak, peut-on s'attendre à ce que les choses changent dans les jours à venir? Peut-être que cela pourrait changer de configuration au moment même, le jour de l'élection. Mais avant, tout ceci est le résultat du fait de l'impréparation, comme signalait Maître tout à l'heure. Donc,
Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun n'avait pas, dans l'urgence, besoin des élections sénatoriales. Toute la classe politique s'attendait à ce qu'on organise des élections municipales et législatives avant ces sénatoriales. Parce que, je continue de le dire, le Sénat est une institution très importante dans le fonctionnement de la vie politique de notre nation. Donc, il faut prendre tout le temps nécessaire pour le mettre en place, au même titre que toutes les autres institutions qui gouvernent la vie politique de notre nation. Et donc, pour rester cohérent, parce que pendant qu'on lance, pendant que M. Paul Biya décide de lancer ces sénatoriales, nous sommes en pleine campagne d'inscription sur les listes des populations pour les élections législatives et municipales. Vous comprenez qu'il y a un chamboulement dans l'organisation des partis politiques. Donc, il faut arrêter de travailler à l'inscription des citoyens pour ces élections municipales et législatives pour revenir travailler aux stratégies pour ces sénatoriales qui arrivent. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, vous ne devez pas être surpris qu'il y ait cette absence d'engouement. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il s'agit d'un collège restreint. Et ce collège-là, c'est des gens qui savent où ils sont en train de partir. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que ces sénatoriales, c'est fondamentalement des stratégies personnelles de conservation du pouvoir. Alors, est-ce que l'argument qu'il évoque pour sortir n'est pas le plus valable pour essayer de justifier cette timidité apparente au début de la campagne électorale? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une élection tout à fait particulière, un scrutin universel au suffrage indirect qui concerne une catégorie particulière d'électeurs que sont les conseillers municipaux pour le cas d'espèce? Oui, c'est clair, c'est-à-dire que ça sera plus une campagne ciblée, vous voyez un peu, parce que c'est un électorat restreint et un électorat connu. Et ceci enlève d'autant plus au suspense que quand on voit le confort du RDPC sur les 10 632 conseillers municipaux, on peut se dire, il n'y a pas l'ultra majorité, ça fait en sorte qu'on a beau cultiver le suspense autour de cette élection-là, mais on sait très bien que les jeux sont plus ou moins faits d'avance. Et pour ceux qui, c'est même ça qui a accrédité davantage la thèse de ceux qui pensent que le Conseil constitutionnel a voulu juste laisser quelque chose aux autres en disqualifiant le RDPC ici et là sans pour autant renverser véritablement la tendance. Et je dirais que cette élection est si peu intéressante pour le grand public et même pour les partis politiques qu'on a dû taper fort en leur donnant 200 millions. Je me rappelle que c'est seulement en 92 où on avait vu pareil score, c'est-à-dire que pour participer à des élections avec un électorat aussi ciblé, qu'on donne 200 millions aux partis politiques, alors que pour l'élection présidentielle, ce suffrage universel, on donne à peine 30 millions aux candidats. Je vois que là, le pouvoir avait même peur. Je lisais le titre d'un journal, un jour on disait que RDPC cherche opposant à tout prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle apathie que le pouvoir veut même que, pardon, venez bagarrer contre moi, vous ne pouvez pas me laisser sur le ring seul. Donc il faut comprendre que la structure du champ politique fait en sorte que je ne soit pas si passionnant que ça. La faiblesse des enjeux par rapport à ces consultations électorales justifie la morosité de la campagne. Oui, c'est tout au moins pour ce qui est du début. Oui, il n'y a presque pas de compétition. La compétition est nulle, hein, elle est absente, elle n'existe pas. Apparemment, il pourrait y avoir compétition dans le nord-ouest et entre le RDPC et le SIF, compétition à l'ouest entre le SIF et l'UDC. Donc, il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait effervescence par rapport à la campagne. Et comme les autres ont dit tout à l'heure, c'est une élection dont l'électorat est connu et même les résultats sont même presque connus et qu'une campagne de proximité sera menée auprès des différents... Et dont les populations ne comprennent même pas les enjeux. Voilà. Et il n'y aura pas de meetings, de grands meetings, de meetings populaires. Les campagnes pourront se faire même en réunion dans des salles, dans les maisons même, et on contactera les gens Maître de façon individuelle. Djoumbissi, merci d'avoir accepté ce plateau. Patrick Sapar, merci également. Joya Moussa, merci. Je rappelle que vous êtes notre invité permanent. Nous reviendrons avec vous sur les plateaux qui vont se succéder. Et demain, nous allons revenir avec une autre formule, un tête de liste ou alors un autre maillon d'une liste pourra être sur ce plateau, être questionné par
plusieurs personnes et nous reviendrons également dans les jours à venir sur les enjeux de ces consultations électorales qui restent dans tous les cas historiques parce que c'est la première fois qu'on s'engage dans cette mutation politique historique. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe technique. Merci d'avoir suivi ce programme. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h30 sur la même chaîne. Au revoir.